Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis docteur Véronique Vénicoven. Je suis chirurgien-gynécologue à l'hôpital privé de Provence, à la clinique de l'Étoile. Et j'ai la chance d'être la présidente de cette fédération. Tous les ans, nous organisons ce congrès où nous discutons donc du cancer du sein. Cette année, ce sont les avancées dans les cancers, donc le sein, le poumon, en urologie, en pneumologie. Il y a un symposium très intéressant entre midi et 2. Et cet après-midi, nous avons une séance grand public pour parler de l'HPV. La parole est au docteur Mortier qui va nous parler du cancer de la prostate localement avancé. Et je suis surpris que vous ne fassiez pas de chimiothérapie dans le cancer de la prostate avancé. Ce qui marche, le traitement de référence, c'est l'hormonothérapie, tout simplement. La chimiothérapie, donc c'est le taxotere qu'on utilise, c'est quand il y a une atteinte osseuse ou alors une atteinte systémique vraiment prononcée, plus qu'oligométastatique. Dans le cancer localement avancé, ça n'a pas montré, enfin du moins il n'y a pas de supériorité par rapport à l'hormonothérapie, qui est un excellent traitement parce que le fait de bloquer la testostérone, on va directement aller tuer la cellule cancéreuse qui dépend de ça. Qu'est-ce que c'est que la radiothérapie stéréotaxique ? Donc, c'est une technique de radiothérapie guidée par l'image et qui est excessivement précise. C'est-à-dire qu'on est à un degré de précision qui est inframillimétrique. Tout ça nous permet donc de délivrer des doses de radiothérapie qui sont extrêmement élevées au sein de la localisation tumorale qu'on veut traiter. Et comme il y a un gradient de dose qui est très important, c'est-à-dire que dès qu'on sort de la zone traitée, la dose diminue de façon très importante, donc on préserve les tissus sains avoisinants. Cette irradiation stéréotaxique hypofractionnée peut être délivrée par différents appareils de traitement et nous avons choisi le CyberKnife parce que le CyberKnife apporte un élément supplémentaire, la quatrième dimension, dans la stéréotaxie. C'est-à-dire que l'appareil, le CyberKnife est capable de suivre une cible en mouvement. Il y a des recommandations pour la stéro pulmonaire. On parle de dose biologique équivalente. Il y a bien un truc à retenir, c'est celui-là. En fractionnement classique, on fait 60 degrés en 30 séances ou 66 degrés en 33 séances. C'est degrés par séance, c'est ce qu'on fait depuis les années 50 à peu près, et peut-être même avant la Deuxième Guerre mondiale. En radiothérapie stéréotaxique, on fait les doses dans l'équivalence biologique de dose, c'est-à-dire ça correspondrait à un fractionnement classique de 100 degrés à 200 degrés. On fait même des irradiations aujourd'hui qui correspondent à un équivalent biologique de dose de 225 degrés. Il n'y a pas de cellules qui résistent à 200 degrés. Il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de radiorésistance. Sur le plan biologique, il n'y a pas de survivants. Donc l'intérêt de la radiothérapie stéréotaxique, c'est qu'en faisant cette très très forte dose à chaque séance, il n'y aura pas de cellules survivantes dans le volume qu'on aura traité au maximum. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'ère du Covid et des difficultés pour hospitaliser les patients, pour avoir des places, la radiothérapie, vous pouvez vous aussi optimiser la dose de rayonnement. On parlait tout à l'heure de 3 à 5, voire 8 séances selon la localisation de la tumeur. Est-ce qu'il y a des études avec un seul ? Exactement. Ça, c'est la prochaine étape sur la radiothérapie des nodules pulmonaires. Alors, c'est pas pour tous les nodules pulmonaires, mais s'ils sont ni trop petits ni trop gros, on les traitera en une seule fraction. Ça, c'est formidable. L'obsédation, c'est de dire des choses gentilles et agréables avant d'endormir quelqu'un. Nous, elles ne sont pas du tout endormies. C'est l'hypnose pure du début à la fin. J'ai coupé le film, mais sinon, vous les voyez, elles partent de la salle du bloc opératoire. On appelle le brancardier uniquement pour donner la main, parce qu'elles ne peuvent pas faire le bloc opératoire, le service ambulatoire toute seule. Donc le principe de l'hypnose préparée, ce n'est pas l'hypnose de Mesmer où vous êtes dans une salle, vous ne vous attendez pas, il y a quelqu'un qui vient pour vous hypnotiser. Non, là c'est consenti, voulu, préparé, et ça se passe très bien. À l'hôpital privé de Provence, on en a fait plus de 500, que ce soit pour des lésions bénignes ou des cancers du sein, et à la clinique de l'Étoile où j'opère aussi, on va commencer. Est-ce que ça t'est arrivé d'avoir une anesthésie locale insuffisante, que le malade à un moment donné a dit « aïe, j'ai mal », et à ce moment-là, est-ce que ça coupe l'effet de l'hypnose ?
Non, on ne pourrait pas faire ça sous même un adénofibrome, sous anesthésie locale pure, qu'il soit très petit, superficiel. L'hypnose, il faut vraiment que la conscience de la patiente soit ailleurs. Et elle parle, moi je l'entends parler avec l'anesthésiste, donc l'anesthésiste est à sa tête tout le temps, et elle raconte, bon, des patientes, c'était son voyage au Puy du Fou, et elle est vraiment partie dans son voyage. Et bon, en fait, avec l'habitude, moi je sais quand elle va avoir mal, parce que ses tissus se contractent avant qu'elle ne fasse... Donc j'arrête, et là je réinjecte. À parler de l'angiomammographie, qui est la dernière technique née en fait en imagerie médicale. Donc je vais vous montrer en fait à la fois des cas cliniques et puis on va replacer un petit peu l'angiomammographie dans le contexte de l'ensemble des explorations. Ce que je veux dire, c'est que les progrès technologiques en fait sont énormes, les techniques s'empilent les unes après les autres, et ce qui est très très important pour nous, c'est d'arriver à savoir ce qui est discriminant de ce qui ne l'est pas, parce que sinon, c'est ce qui était souligné juste avant, c'est qu'on va empiler les examens, les demander, pour au final, finalement, accroître l'angoisse de la patiente, et ne pas arriver exactement où on veut. Moi, j'ai fait une 40aine de cas maintenant, je suis stupéfait des résultats, et surtout de l'apport, qui est très très important. Dans les évaluations de chimio, c'est des examens beaucoup plus rapides que ça va être à l'IRM. Et je pense que pour les patientes, c'est un gain de temps. Le thème, c'est les cancers du sein HER2, ça tombe bien, l'actualité est riche. Et l'idée, c'est de discuter sur comment les récentes avancées impactent nos pratiques, avec certaines questions qui restent en suspens. Les évolutions thérapeutiques actuelles nous posent des questions. On commence à avoir des problèmes de riches, et c'est tant mieux, c'est qu'on a beaucoup de traitements, et donc on se pose des questions sur les séquences. Et l'objet un peu de mon topo, c'est de savoir comment ces évolutions thérapeutiques impactent la séquence, notamment en cas de métastase cérébrale. Ce que je vais vous dire, c'est que actuellement, ce qui est important dans le cancer du sein, dans l'approche thérapeutique, c'est de s'intéresser à la catégorie biologique, la catégorie moléculaire. Grosso modo, on a 3 types. On a les maladies qui surexpriment les récepteurs hormonaux, les maladies qui surexpriment un récepteur qui s'appelle HER2, qui est à la surface des cellules tumorales, et puis les fameuses maladies triple-négatives qui n'ont ni les récepteurs hormonaux, ni ce récepteur HER2. Et nous, on va s'intéresser à la maladie HER2 métastatique. On a connu des thérapies ciblées, on avait dit il faut réapprendre la cancérologie. Et puis est arrivée l'immunothérapie juste derrière, et il faut réapprendre encore la cancérologie. Alors, on est toujours en recherche. Et puis surtout, on attend vos questions parce que c'est le plus important. À propos du cancer du rein, je n'ai pas bien compris. Est-ce que l'immunothérapie est efficace ou pratiquée, pas pratiquée? En tout cas, maintenant, en première ligne, ils ont la double immunothérapie. Et s'il n'y a pas la double immunothérapie par n'importe quelle raison, ils auront forcément une immunothérapie avec une thérapie ciblée. Donc oui, ça a une place prépondérante. Finalement, il n'y a pas de chimiothérapie dans le cancer du rein. La nouveauté, qui n'est plus une nouveauté, parce que la première fois qu'on en parle, moi je me souviens, c'est Washington 2004, donc ça fait déjà 20 ans l'année prochaine qu'on en parle, 20 ans déjà. Mais c'était la grande nouveauté, la révolution, c'était l'HPV. Alors l'HPV, clairement, c'est ce qui a beaucoup changé chez nous dans nos cabinets, les choses, avec la féminisation de ce cancer. Ce qui est important quand on parle des facteurs de risque, qu'on parle du tabac, de l'alcool, c'est de voir toute l'évolution de notre manière de réfléchir depuis toutes ces années. L'information, la prévention, dans les années 60, je prends 2-3 petites coupures de journaux, genre Times, et ce qui est intéressant en 60, c'est que on nous raconte que les docteurs à l'époque fumaient des camels plus que tout autre, et on vous explique que voilà, soufflez-lui dans son visage et elle vous suivra n'importe où. C'est sûr qu'aujourd'hui en 2020 on voit ça en souris parce que ça nous paraît moins évident, quoi. Et puis ça évolue les mentalités parce qu'on troque le col roulé rouge pour un autre col roulé, celui qu'on voit, le gros nodule de perméation qu'on voit aujourd'hui en 2000, donc c'est là que la rupture s'effectue, c'est-à-dire en 80-90, vraie rupture, on se rend compte qu'on a un vrai problème de santé publique. Donc je pense qu'en 20 ans, il s'est passé des vraies ruptures de dogmes, ce qui est très intéressant. Il reste quand même des choses négatives sur lesquelles on a encore énormément de boulot, et finalement c'est le plus simple. Ça va être le dépistage et la prévention. Le deuxième objectif d'une reconstruction, c'est de maintenir une qualité de vie correcte après le traitement. C'est-à-dire, c'est de permettre aux patients de pouvoir manger sans être alimentés par une gastrostomie ou une sonde gastrique, de pouvoir respirer et de ne pas avoir une trachéotomie permanente et d'avoir une apparence physique la plus proche possible d'avant le cancer. Avant, on enlevait, on voyait un petit peu si le patient survivait, si la zone était si le cancer était derrière nous, avant de faire une reconstruction. Actuellement, les deux se font en même temps, souvent par double équipe, ce qui permet d'optimiser un petit peu les temps chirurgicaux. Et c'est vrai que ça permet d'améliorer
la qualité de vie en post-thérapeutique et d'optimiser la phase de traitement chirurgical. L'HPV, et je l'ai entendu il n'y a pas si longtemps, c'est une histoire de bonne femme. Le col, tout ça, c'est une histoire de bonne femme. Alors je rassure tout le monde, en fait l'HPV, dans un tiers des cancers liés à l'HPV, les hommes sont concernés. Donc ça n'est plus, ça l'a peut-être été, mais ça n'est plus du tout une histoire de bonne femme. 80% des hommes et des femmes vont être au contact de ce virus au moins une fois dans leur vie, et souvent plusieurs fois, avec un pic à 25 ans. Voilà, donc faut-il avoir peur du virus HPV? Moi je dis oui, ça fait pas mal d'années que je le dis, en séminaire, hein, mais en général aussi. Voilà, on aura peut-être des questions après.